Bonjour, mon nom est Jocelyn Benoît. Je suis chargé de cours à HEC Montréal et je suis en compagnie du professeur titulaire Omar Aktouf. Monsieur Aktouf est une sommité mondiale qui enseigne et qui écrit sur le management depuis une quarantaine d'années. En avril 2017, il donnait ses derniers cours de management à HEC Montréal et j'en ai profité pour lui poser des questions sur son héritage philosophique du management. La première question était, Monsieur Aktouf, faites-nous un résumé de l'évolution du management depuis l'Antiquité jusqu'à la Révolution industrielle et pourriez-vous mélanger à cette réponse votre propre passé de jeune berger en Algérie? J'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre à peu près comme on vivait peut-être dans la préhistoire ou dans le Moyen-Âge. On habitait des bidonvilles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bidonville. Pour vous, c'est des mots, mais pour moi, ce n'est pas des mots. Je viens de ce que c'est. Manger avec les animaux, avec les chiens, boire l'eau stagnante de la pluie, tout ça. C'est ça, habiter les bidonvilles. C'était vraiment une vie qui faisait de nous des parties intégrantes de la nature. Sans la nature, on n'était rien. La nature, c'était tout pour nous. Ma famille et moi, on vivait directement de la nature, comme au Moyen-Âge, comme avant la révolution industrielle. Donc, vous avez devant vous un professeur de management qui a écrit des livres de management, qui a écrit des livres de toutes sortes et qui a été berger analphabète jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais heureusement, j'ai appris des choses avec les animaux extraordinaires et que les animaux comprennent beaucoup plus que ce qu'on croit. Ils finissaient par comprendre que quand je les amenais dans certaines parties de terre autour pour brouter le matin, parce qu'il fallait commencer à 3 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas d'eau, il fallait les faire profiter de la rosée, l'humidité qui se dépose la nuit sur les petites végétations, les buissons, ce qu'il y a là. Donc ils finissaient par comprendre que si je les amenais là, c'est parce qu'il fallait que le terrain d'à côté où je les ai amenés il y a 3 ou 4 jours, il fallait le laisser pour que ça repousse. Alors c'est incroyable, mais je les mettais dans le terrain où ils devaient brouter ce jour-là et ils ne le quittaient pas. Ils tournaient en rond, alors qu'ils savaient très bien qu'il suffisait qu'ils fassent 10 mètres à droite ou à gauche pour aller dans un autre terrain où il y a plus de... Alors c'est là que j'ai compris que les animaux comprenaient quand même. Alors pour revenir au management et au rapport avec tout ça, c'est que dans ce que j'ai vécu, c'est un peu comme l'Antiquité. Dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le rapport direct à la nature, c'est-à-dire la chasse, la cueillette, les animaux, l'outil le plus rudimentaire, ce qu'on appelle l'endosomatique, soma qui veut dire le corps, endo qui veut dire intérieur, donc intérieur au corps, ou prolongement du corps. Alors quand vous avez des outils de ce genre-là, qui sont le prolongement du corps, les dégâts ou l'empreinte écologique, comme on dit aujourd'hui, que vous pouvez faire à la nature, sont limités à l'énergie de vos muscles. Comprenez? Donc on vit avec la nature dans un équilibre total. On ne peut pas prendre à la nature plus que ce que la force de nos muscles permet. Ou des animaux, quand on les attache à une charrue ou quelque chose. Bon. L'évolution, ça s'est fait sur plusieurs plans. Un, sur le plan de l'outil, donc l'outil endosomatique, prolongement du corps. Ensuite, il y a eu, avec la révolution industrielle, l'outil exosomatique. Exosomatique, c'est-à-dire en dehors du corps. C'est la machine à vapeur, c'est le métier à tisser, etc. Et là, l'empreinte écologique de l'être humain commence à être plus grande. Parce que cet outil exosomatique, donc extérieur du corps, machine, mécanique, tout ça, a plus d'énergie que juste les muscles de l'être humain. Bon. Le deuxième axe, c'est la façon de compter les choses. 5000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, quelque part, en Asie mineure, on a découvert des tablettes. On appelle ça les tablettes d'Hammurabi, qui étaient deux choses. C'était un code de conduite, une espèce de code civil, si vous voulez. Bon.
mais aussi les rudiments de la comptabilité. Et ces rudiments de la comptabilité n'ont pas bougé jusqu'à la révolution industrielle. C'est resté la même, ce qu'on appelait la comptabilité à partie simple, c'est-à-dire la comptabilité de caisse, ce qui rentre, ce qui sort. Donc c'est une comptabilité qui ne permet pas des notions comme les notions de coût de production, ou des notions comme profit, ou des notions comme salaire. Alors c'est là-dedans que j'ai vécu. Et ça s'est perpétué jusqu'à la révolution industrielle. La comptabilité à partie double, elle, est née au XIVe siècle, mais elle n'a été, au sud d'Italie, Luca Pacioli, mais elle n'a été utilisée qu'à partir du XVIIe en Flandre. D'abord, ensuite en Angleterre du Sud. Et pourquoi ? Parce que c'est là qu'est née la révolution industrielle. C'est en Flandre, en Hollande, c'est les Pays-Bas actuels, et le sud de l'Angleterre avec les textiles, les premières manufactures. Tout ça a fait que l'économique que j'ai connu, moi, dans mon histoire personnelle, qui était intimement imbriquée avec le familial, la nature et la vie domestique. Il n'y avait pas de séparation entre le travail, le fruit du travail, ceux qui travaillent, on faisait tous tout ce qu'on pouvait, on partageait. Alors il y avait des règles de partage, ce qu'on appelait le cinquième, le khammes, pour ceux qui connaissent en arabe, le khammes, khamsa en arabe ça veut dire le cinquième, le 5, hein, donc un cinquième. Ça veut dire que le propriétaire de la terre, et mon père, et ceux qui travaillaient avec mon père, et ceux qui, etc., et c'était l'entraide, et tout le monde s'entraidait, tout le monde travaillait en main. Et donc, si la récolte était grande, tout le monde avait une grosse part. Si la récolte était petite, tout le monde avait une petite part, même le propriétaire. Parce que c'était par cinquième. Quoi qu'il arrive, tout le monde partage ce que la terre donne. Ça va ? Pourquoi ? Parce que le propriétaire de la terre, lui, comme au Moyen-Âge, il sait très bien que sans mon père et cette main-d'œuvre, sa terre ne lui produira rien. Comprenez ? Donc il a intérêt à ce que mon père et les ouvriers agricoles, tout ça, les ouvriers d'ouvriers, les journaliers, il avait intérêt à ce qu'ils survivent. Donc le patron, le propriétaire terrien lui-même, acceptait d'avoir peu et laisser suffisamment aux autres pour qu'ils survivent. Parce que sans eux, c'est fini, même pour lui. Qu'est-ce qui caractérisait cette époque-là et comment on est passé de l'échoppe, de l'artisan, de ce partage, où la sphère familiale, la sphère, etc., tout ça était lié à la révolution industrielle, eh bien c'est une rupture totale, une rupture historique totale. Pourquoi ? Si on prend l'échoppe de l'artisan, qui existait avant la révolution industrielle, donc ce qu'on appelle de façon fausse, erronée, l'ancêtre de la manufacture ou de l'usine, comment ça fonctionnait ? Eh bien, à la tête, il y avait ce qu'on appelait le maître artisan. Qui devient maître artisan ? Devient maître artisan celui qui fait un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'était un chef-d'œuvre ? C'était, par exemple, si vous êtes cordonnier, eh bien, il faut faire des chaussures telles qu'on n'en a jamais vues avant. Des chaussures révolutionnaires, nouvelles. Il fallait absolument faire ce chef-d'œuvre pour être désigné par les membres de sa corporation, des bouchers, des menuisiers, tout ce que vous voudrez, des cordonniers, pour dire, bon, ben, lui, il peut devenir maître artisan, il a fait un chef-d'œuvre et on le juge. Vous êtes ici, non pas parce que vous êtes le plus riche, non pas parce que vous êtes le fils du patron, non pas parce que vous êtes le descendant d'une lignée de propriétaires, vous êtes ici pour votre compétence, pour votre savoir dans ce qui se fait dans votre échoppe d'artisan. Vous faites les meilleures chaussures que n'importe qui. Et celui qui rentre ici, le plus bas dans l'échelle, l'apprenti, ben l'apprenti, il rentre là pour devenir un jour compagnon, c'était ça la hiérarchie, pour devenir un jour ouvrier, et puis un jour maître ouvrier, et ouvrir sa propre échoppe d'artisan. Alors regardez la différence par rapport à la révolution industrielle et par rapport à la manufacture, c'est que ici,
la hiérarchie est linéaire. Dans la révolution industrielle et la manufacture, la hiérarchie est pyramidale. Ça, c'est une rupture de paradigme. Ça n'a rien à voir. Hiérarchie linéaire, ça veut dire je rentre apprenti pour obligatoirement un jour devenir compagnon, un jour devenir ouvrier et un jour devenir maître ouvrier. Donc on a non seulement une hiérarchie linéaire, non pas pyramidale, mais en plus une hiérarchie rotative, c'est-à-dire une hiérarchie où chacun, à son tour, prend la place de l'autre. Alors il y aurait une évolution ou une analogie entre ce que j'ai vécu, moi, enfant, donc le système de partage, alors entre le maître artisan, l'ouvrier, le compagnon et l'apprenti, il n'y avait pas de salaire et d'échelle de salaire et de choses comme ça. C'était le partage de ce que tout le monde produisait. Et ici, celui qui rentre ici, c'est pour obligatoirement un jour devenir ici. Dites-moi s'il vous plaît, si on prend General Motors, le PDG qui est ici, est-ce que l'ouvrier qui rentre ici est garanti un jour de se retrouver ici? Jamais. La hiérarchie est pyramidale et non rotative. Donc, il n'y a rien à voir. Alors, arrêtez de croire que c'est une évolution naturelle. L'entreprise moderne, la manufacture, a été une invention de marchands drapiers capitalistes qui ont commencé à accumuler de l'argent sur le dos des tisserands qui étaient des serfs, des agriculteurs ruinés par la montée du textile et de l'élevage du mouton, et c'est en les exploitant, en les faisant crever de faim, qu'ils ont accumulé ce qu'on a appelé l'accumulation primitive du capital, donc le premier capital, le premier argent, pour acheter le travail de ceux qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de quoi vivre, parce qu'il n'y avait plus de production de céréales, c'était remplacé par le mouton pour la laine, et il n'y avait pas d'autre issue pour vivre, sinon devenir l'esclave de ce nouveau maître de production qui s'est appelé le manufacturier, la manufacture. Alors, pour résumer, pour passer de la préhistoire, l'histoire, à la révolution industrielle, ce qui a tout chamboulé, le rapport à la nature, à cause de cette évolution de l'outillage qui fait que l'empreinte écologique et les dégâts écologiques de l'être humain deviennent de plus en plus grands, et 2, l'évolution de la comptabilité qui a fait que la comptabilité à partie double a permis ce qu'on a appelé le salariat. Parce que la comptabilité à partie double permet ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Et la comptabilité analytique permet de classer, de différencier entre ce qui est coût et ce qui est actif, ce qui est investissement, etc. Donc, à partir de là, on a inventé quelque chose que Max Weber appellera la calculabilité des actes humains. C'est ça, la grande victoire de la révolution industrielle, c'est un recul dans ce qu'il y a d'humain chez l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est passé de membre d'une communauté où tout, le fruit de ce qu'on appelle la gestion et l'économie, se partage, à une situation où il y a quelqu'un qui prend ce qu'il veut et qui donne à l'autre, celui qui travaille pour lui, ce qu'il a calculé comme valeur pour ses actes. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, comment peut-on mettre un chiffre sur un geste humain? Un acte humain, ça s'apprécie, ça ne se calcule pas. Comment peut-on mettre un chiffre sur le geste que fait une dactylographe qui tape une lettre à la machine? Ça vaut combien, ça? On met ce qu'on veut, c'est l'arbitraire, c'est le rapport de force. Alors la nouvelle chose que va apporter la révolution industrielle, qui est terrible, c'est le règne du rapport de force. J'ai les éléments de pouvoir, j'ai la force, j'impose ce que je veux, comme je veux, et plus tard on a appelé ça le libre marché, la main invisible d'Adam Smith, et aujourd'hui on en voit les conséquences. Merci de nous avoir écoutés.
La prochaine capsule portera sur l'évolution du management de la révolution industrielle à aujourd'hui.